Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette 5e édition des lives IMT pour l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers à la direction générale de l'Institut Mines Télécom et je pilote avec nos étudiants ces émissions depuis le mois de mai dernier. Alors avec moi ce soir, donc 3 étudiantes qui vont se présenter à vous rapidement. Ella, si tu veux bien démarrer, juste à te présenter. Oui, alors je m'appelle Ella Sana et je suis en dernière année en école d'ingénieur à IMT Atlantique et en double diplôme avec mon école d'origine Subcom à Tunis. Voilà. Merci À toi, Ella. Louise. Voilà. OM. Merci Ella. Louise Levangic, moi je suis alumni d'IMT Atlantique également. Et donc Emma, je te laisse finir. Merci Louise. Moi je suis Emma Clavedo-Taola. Je suis à l'école de IMT Nord-Europe en 2e année dans le domaine énergie-environnement. Merci à toutes les 3. Alors ce soir, notre live sera consacré à l'hydrogène, donc un sujet dont on parle de plus en plus, surtout depuis que nous sommes rentrés dans une crise énergétique inédite, avec le conflit donc en Ukraine, qui a posé effectivement cette problématique de l'énergie, et où la question aussi de la souveraineté énergétique devient de plus en plus prégnante, comme celle d'ailleurs aussi de la décarbonation de l'industrie, et où l'hydrogène apparaît peut-être comme une véritable solution. Alors, sur ce sujet qui reste encore assez complexe et assez méconnu, nous allons essayer d'en apprendre un peu plus avec nos différents invités que je vais également vous présenter. Ils se présenteront un peu plus lorsqu'ils interviendront. Avec nous ce soir, donc, Boris Lombard, qui est le président de KSB France, Maria González Martinez, qui est enseignante-chercheuse à IMT Minalbi et au centre de recherche Rhapsody, Philippe Rosier, qui est le PDG de la société Symbio, Bruno Roussel, qui est le directeur général du syndicat mixte Trifil, Jean-Baptiste Lucas, directeur général de la société McPhy, Bernard Gilabert, chargé de mission hydrogène auprès de la présidente de région Occitanie, Carole Delga. Voilà, je vous remercie déjà tous et toutes pour votre participation. Avant de démarrer donc nos échanges, je voulais juste inviter nos internautes à rapidement poser des questions au fil un petit peu des échanges dans la petite rubrique questions-réponses sur votre barre de menu. Et en même temps, j'en profite aussi pour lancer un petit sondage, simplement pour mieux vous connaître. Voilà. Et donc, à ce stade, eh bien, nous allons commencer rapidement, comme chaque fois, notre live par une toute petite capsule introductive qui, ce soir, est assurée par Louise et par Boris, à qui je laisse tout de suite la parole. Merci Martine. J'ai envie de dire, nous y voilà. La crise énergétique frappe à nos portes, comme tu l'as dit, plus vite d'ailleurs que nous ne l'attendions. Alors, on savait déjà l'équilibre entre offre et demande fragile, à la limite de la saturation, avec, sans mauvais jeu de mots, de réels éléments de tension. La guerre en Ukraine et la fin du gaz russe, bon marché à profusion, a plongé l'Europe dans une des crises énergétiques les plus profondes depuis l'ère industrielle. Un seul chiffre pour résumer l'ampleur de la problématique: l'industrie manufacturière allemande est dépendante encore pour ses achats de gaz à 35% de la Russie. Et nous n'avons pas d'autre choix dans la précipitation que de rallumer les centrales à charbon, prolonger outre-Rhin la durée de vie des 2 centrales nucléaires encore en service, ou trouver dardard d'autres sources d'approvisionnement bien souvent peu vertueuses en termes d'émissions de CO2, comme par exemple le gaz en provenance des États-Unis, le gaz de schiste, dont l'impact environnemental est à 75%, aussi délétère que celui du charbon. Dans cette crise apparaît soudainement l'importance stratégique de l'énergie. Les études montrent que la croissance du PIB mondial durant les 50 dernières années est parfaitement couplée à la hausse de la production d'énergie. Moins d'énergie signifie donc une décroissance inévitable. Dans cette crise s'impose également la nécessité de la sobriété. Cette sobriété valide finalement les projections du rapport RTE, ce rapport qui prévoit pour 2050 une baisse ambitieuse de nos consommations d'énergie de 40%. Ça veut dire revenir
à l'époque des années 60, et en parallèle, un accroissement de la production d'énergie d'origine électrique d'environ 60% pour passer des 400 TWh que l'on consomme environ chaque année en France à 645. Cette projection impose un accroissement de notre production d'électricité verte avec la construction de nouvelles centrales nucléaires et la mise en place de nouveaux parcs éoliens et solaires. Elle est naturellement liée à une électrification de nos consommations, notamment celle du parc automobile, la plus visible, et nous y venons également à la production d'hydrogène. La Commission européenne s'est ainsi fixée comme objectif la production de 10 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030, soit 40 gigawatts, retenez bien ce chiffre, 40 gigawatts de capacité pour des électrolyseurs, ce qui nous impose la mise en service en 7 ans d'environ 100 gigawatts de puissance installée en parc éolien offshore en Europe, si mes calculs sont bons, pour y parvenir. 100 gigawatts, c'est énorme. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 16 gigawatts de puissance installée en parc éolien. Est-ce qu'on parviendra à ces objectifs? Rien n'est moins sûr, car la priorité est d'abord d'assurer la paix sociale en évitant pour les hivers prochains les coupures d'électricité pour l'industrie et les ménages, avant de produire de l'hydrogène. Par ailleurs, l'hydrogène est-elle la panacée? Il faut rappeler ici un élément clé. L'hydrogène n'est pas une énergie. Elle n'est pas gratuitement disponible dans le sol comme le pétrole. Elle est en revanche un vecteur d'énergie puissant qui, lorsqu'il est utilisé, ne dégage pas de CO2. Encore faut-il le produire avec des procédés verts, le stocker et le transporter. Et rien n'est moins simple. Sa génération requiert énormément d'énergie. Son stockage s'effectue sous haute pression, 700 bars à température ambiante, ou à des températures très basses à pression atmosphérique, moins de 153 degrés, soit 20 petits degrés de plus que le zéro absolu. Et son transport est délicat. On a tous fait au lycée des expériences de mise en contact de l'hydrogène avec l'oxygène. On sait que ça explose. Par ailleurs, le prix de l'hydrogène vert est encore cher, environ 4 € par kilo, avec l'objectif d'atteindre d'ici 2050 les 1 à 1,5 €. Enfin, l'hydrogène ne répondra pas à la crise actuelle. Son avènement sera trop tardif et les réponses au manque d'énergie des 15 prochaines années est ailleurs. Toutefois, les avantages qu'il procure encouragent les industriels à investir fortement dans la filière et apparaît déjà comme un élément incontournable d'une forme de souveraineté énergétique retrouvée. L'hydrogène devrait en effet nous permettre de piloter nos énergies renouvelables en stockant le surplus produit lorsqu'il y a du soleil ou du vent, pour le restituer lorsque ces éléments naturels viennent à manquer. Son pouvoir énergétique devrait nous permettre de propulser véhicules lourds, bateaux et peut-être également avions. Enfin, entre autres bénéfices, sa production peut être associée à des procédés de capture du carbone utiles dans la lutte contre le changement climatique. C'est certainement pour cela que nous croyons utile d'y consacrer du temps et des investissements, nous les industriels, de Siemens à Air Liquide, en passant par ThyssenKrupp, McPhy, que l'on entendra tout à l'heure, ou le fabricant de pompes et robinets, qui est KSB, que je représente aujourd'hui. Nous sommes nombreux à participer à des projets d'envergure, d'abord dévolus à sa production, afin de construire dans les années qui viennent une filière mature de production, de stockage et de transport de ce dernier. Merci Boris. Vous parliez de 40 gigawatts de puissance installée en Europe à l'horizon 2030 pour produire 10 millions de tonnes d'hydrogène en Europe. Mais du coup, qu'en est-il du monde? Alors, dans le monde, on n'est pas les seuls à vouloir fabriquer de l'hydrogène. Les projections mondiales nous amènent à 175 gigawatts, donc à peu près 4 fois et demi la production européenne. Ce qui n'est pas qu'un peu. Bah, merci beaucoup. Je vais continuer en faisant rapidement un petit point sur le groupe des lives IMT pour l'industrie du futur. Bah, de notre côté, c'est la reprise. On a maintenu des lives tout l'été, mais on reprend également d'autres activités actuellement. Ça y est, les thématiques pour la fin de l'année et même le début de l'année prochaine ont été décidées. Donc, on vous les présentera. Vous aurez en direct à la fin de ce live les prochaines dates ainsi que les prochaines thématiques. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn, etc. pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc Martine, Ella et Emma, je vous repasse la parole.
Merci attaquer. beaucoup, Louise. Et on va démarrer tout de suite avec Emma, qui va donc interroger Maria González-Martinez sur un petit peu l'état de l'art sur l'hydrogène. Voilà, je vous laisse toutes les deux. Merci Martine. Maria, vous êtes enseignante-chercheuse à IMT Nîmes-Albi et chercheuse au centre Rhapsody de l'école. Pouvez-vous nous décrire brièvement sur quoi portent vos travaux de recherche à ce centre, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous et merci Emma pour cette question. Donc, les centres de recherche Rhapsody se retrouvent à l'école des mines d'Albi et nous sommes environ 100 personnes à travailler dans ces centres, donc la moitié des permanents et la moitié des étudiants en thèse ou en postdoctorat. Et nous travaillons sur toute la chaîne de conversion de la biomasse et des biodéchets, donc en énergie, en produits et en vecteurs énergétiques comme l'hydrogène. Donc, en ce qui me concerne, je suis chargée d'une partie de la recherche autour de la production d'hydrogène et de biométhane à partir des biomasses et biodéchets. Et ceci, nous le réalisons au Centre Rhapsody avec mes collègues par la voie thermochimique qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va prendre la biomasse et les biodéchets et on va utiliser la température et l'ajout de certains réactifs, comme par exemple la vapeur d'eau, pour pouvoir obtenir des différents produits dont l'hydrogène. Donc, le cœur de mes recherches se focalise autour de tout ce qui est bioressources, qui finalement est une matière première qui est très présente dans la région d'implantation de notre école, qui est les Tarn. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous faire un rapide état de l'art sur l'hydrogène pour nous expliquer pourquoi c'est un vecteur d'énergie majeur aujourd'hui? Alors, par rapport à l'hydrogène, l'introduction que nous venons d'entendre a posé les bases du développement de cette filière. Ce que l'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Donc, ce n'est pas une source d'énergie que l'on peut obtenir directement de la nature, mais c'est un moyen de stockage de l'énergie. Donc, l'hydrogène, il nous intéresse particulièrement parce que c'est une molécule qui ne va pas produire des CO2, donc des pollutions basse carbone. Et aussi, il nous intéresse parce que la molécule d'hydrogène gazeux, H2, contient beaucoup d'énergie dans la liaison qui relie les deux atomes d'hydrogène. Et en fait, c'est ceci qui va agir comme une espèce de batterie qui va stocker de l'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle un stockage sous forme chimique. Donc, l'hydrogène a été découvert dans le XVIIIe siècle et la première pile à combustible, elle a été fabriquée déjà dans le XIXe siècle. Donc, ça fait très longtemps de ceci. Par contre, le développement de l'hydrogène a explosé à partir de la fin du siècle dernier, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale et surtout à partir de la fin du siècle dernier, justement pour répondre à ces besoins d'une alternative à notre système énergétique carboné d'aujourd'hui. Donc, dans ce sens, avec le développement des énergies renouvelables, comme le disait M. Lombard, nous avons besoin d'être capables de combler les intermittences de l'énergie renouvelable. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la maison le soir, vous avez besoin d'énergie pour vous chauffer, pour faire les repas, la lessive, etc. Mais à ce moment-là, peut-être il n'y a pas de vent ou le soleil il n'est plus aussi puissant que dans les heures fortes de la journée. Donc, quand on a une production d'énergie renouvelable dont on n'a pas besoin, on va la convertir dans un vecteur énergétique, l'hydrogène, que l'on va retransformer en électricité quand on en a besoin. Donc, de là, le développement de cette filière aujourd'hui pour répondre justement aux enjeux d'arriver à une société décarbonée. Merci pour cette réponse. Cela, il s'adresse à beaucoup d'étudiants aussi. Là, en ce moment, on a beaucoup d'étudiants connectés. Est-ce que vous pouvez nous dire quel profil un étudiant doit avoir pour travailler dans le domaine de l'hydrogène? Alors, le profil pour travailler dans le domaine de l'hydrogène est très large puisque l'hydrogène concerne beaucoup de domaines différents. Donc, on parle des productions d'hydrogène, donc on va penser à des personnes qui vont travailler donc dans la conversion biologique, thermochimique, biochimique, qui vont travailler dans l'électrolyse. Donc, tout ce qui est développement des procédés, mais aussi mise en œuvre, simulation de procédés, et en même temps la commercialisation de tous ces équipements, l'installation, etc. On a besoin d'un réseau qui permettent de transporter l'hydrogène, comme on a aujourd'hui les réseaux de gaz naturel. Donc, on peut penser à des ingénieurs avec un profil plus réseau, et plus transport, aussi logistique, pour mettre en place tout ce système. Et finalement, la pile à combustible, qui est l'outil qui nous permet de transformer donc l'hydrogène à nouveau en électricité, et
il implique aussi des enjeux en lien avec les matériaux, avec l'électrochimie, la chimie, les procédés, et des ingénieurs en lien avec les transports pour développer les nouveaux véhicules qui seront basse pile à combustible. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, l'hydrogène entraîne beaucoup de domaines différents et donc demande beaucoup de profils différents, que ce soit du numérique au procédé, en passant par les réglementations, etc. Ce que je peux ajouter, c'est que tous les étudiants motivés par le domaine de l'hydrogène trouveront leur place puisqu'aujourd'hui, la demande est très importante, justement. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, Maria. Maintenant, Merci. je laisse la main à Ella pour la suite. Oui, merci pour cet état-là. Alors, nous, on va plutôt parler de la mobilité basée sur l'hydrogène. Et je m'adresse à Philippe Rosier. Vous êtes directeur général de Symbio. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Symbio, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Donc, Symbio, c'est une société française qui est basée à Lyon. Nous sommes l'un des leaders mondiaux dans ce qu'on appelle la pile à combustible. Donc, c'est justement cette technologie que décrivait Maria avant qui permet de retransformer l'hydrogène en électricité. Et notre cœur de métier, nous, c'est de construire des systèmes de piles à combustible qui puissent aller dans des véhicules LCV, des véhicules utilitaires. Vous avez une belle photo aujourd'hui de nos premiers véhicules avec Stellantis, et puis demain dans des camions, dans des trains, dans des bateaux, et peut-être un jour même dans des avions. Donc notre cœur de métier, c'est le développement, la production et la commercialisation de systèmes de piles à combustible qu'on appelle stack pack. Nous sommes un équipementier de rang 1, c'est-à-dire que nous co-développons avec nos clients constructeurs le véhicule dès sa conception. Nous avons 2 actionnaires aujourd'hui à 50-50 qui sont Faurecia, équipementier français, et Michelin, qui a développé cette technologie depuis une vingtaine d'années. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des produits de Symbio? Une pile à combustible Symbio, par exemple, comment ça marche? Alors, on va utiliser ce film qui a été fait sur les véhicules Stellantis. Donc, une pile à combustible, c'est un système qui va remplacer les batteries pour produire de façon embarquée de l'électricité à partir d'hydrogène. Vous voyez ici les réservoirs hydrogène qui remplacent les gros packs de batteries entre le châssis. Cet hydrogène alimente notre bloc de pile à combustible que vous voyez. Donc la pile est entourée d'une centaine de composants pour assurer son fonctionnement, et cette électricité recharge une toute petite batterie que vous voyez, beaucoup plus faible qu'une batterie normale, qui assure le fonctionnement du moteur électrique exactement comme un véhicule électrique actuel. Donc, notre système, ce n'est ni plus ni moins qu'un véhicule électrique zéro émission, mais où l'autonomie, la puissance est assurée par la pile à combustible, ce qui présente de nombreux avantages. Le premier, c'est d'atteindre les mêmes autonomies que les véhicules thermiques actuels, c'est de pouvoir recharger l'hydrogène à la pompe exactement comme l'essence aujourd'hui, en quelques minutes. Et puis, c'est de pouvoir avoir de façon beaucoup plus compacte des systèmes de puissance qui sont équivalents aux véhicules actuels. Donc, en clair, c'est le meilleur des deux mondes, le zéro émission, zéro bruit, et l'autonomie et la qualité d'usage des véhicules actuels. Merci pour votre réponse. Alors aujourd'hui, jusqu'où peut-on affirmer que la mobilité électrique basée sur l'hydrogène et les piles à combustible est bénéfique à l'environnement selon vous?
Alors, le premier point, c'est l'hydrogène qui est effectivement un composant qui n'émet pas de CO2 sans gaz à effet de serre, puisque dans nos pots d'échappement, il n'y a que de la vapeur d'eau qui sort des piles. Mais au-delà de l'avantage direct de l'hydrogène, il y a beaucoup d'autres bénéfices. Le premier, je l'ai dit, c'est que les piles ne font pas de bruit. Donc, quand vous roulez dans ce véhicule actuel, vous avez exactement les mêmes sensations qu'un véhicule électrique. Pas de bruit, pas de vibration. Donc, une qualité de conduite améliorée. Et puis l'hydrogène, c'est aussi un vecteur qui permet d'assurer une souveraineté énergétique, puisqu'on peut, à partir des énergies renouvelables, à partir du nucléaire, produire sa propre source d'énergie en France. C'est en fait le complément idéal pour la transition énergétique, pour atteindre tous les secteurs économiques, atteindre la décarbonation, tous les secteurs économiques difficiles à atteindre aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la mobilité, nous c'est notre cas avec la pile à combustible, ou même chez les particuliers demain, puisque on prévoit que l'hydrogène arrivera dans les foyers exactement comme le gaz naturel aujourd'hui. Merci. Alors, vous avez annoncé que vous avancez par rapport à votre usine qui est basée à Saint-Fond, la plus grande à l'échelle européenne pour les piles à combustible. En tant qu'entreprise basée sur l'hydrogène, comment vous vous projetez dans l'avenir et quelle est votre map industrielle, votre stratégie de développement? Alors, nous, notre ambition, c'est d'ici 2030 de commercialiser environ 200 000 systèmes par an. On pense que le marché pour ces véhicules atteindra à peu près 2 millions de véhicules par an. Donc, c'est d'avoir à peu près 10% du marché mondial de ces systèmes. Pour ça, on va déployer 4 usines. La première, effectivement, c'est une qui est en cours de construction à côté de Lyon, dans la vallée de la Chimie, à Saint-Fond. On s'est placé ici parce que en fin de chaîne de production, on rôde nos systèmes, donc on a besoin d'hydrogène pour les faire fonctionner dans des environnements contrôlés. Cette usine, c'est un peu notre vaisseau amiral. Nous allons derrière construire une deuxième usine aux États-Unis. On est aujourd'hui en cours de sélection du site, suivi d'une troisième usine en Asie et enfin une nouvelle usine en France qui arrivera en 2029-2030. Donc c'est une croissance extrêmement rapide. On était 150 personnes il y a quelques années. Aujourd'hui, on est 600 personnes et on pense finir en 2030 avec environ 2000 personnes dans la société. Et à côté de votre usine, j'ai vu aussi que vous avez créé votre propre académie. Alors, on ne le cesse de le rappeler, le live s'adresse surtout à des étudiants. Quels sont alors les profils qui correspondent à Symbio et en général à la filière hydrogène aujourd'hui? Oui, alors effectivement, on a créé la Symbio Hydrogène Academy il y a 1 an et demi, tout simplement parce que on a besoin de former nos nouveaux talents à l'hydrogène et que pour le moment, il n'y a pas encore des écoles dédiées à l'hydrogène. Donc, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de s'associer avec une quinzaine d'écoles, centres de formation, pour créer ensemble les modules de formation dédiés qui vont depuis les modules d'opérateurs pour la fabrication jusqu'à des masters hydrogène. On forme aujourd'hui environ 300 personnes par an chez Symbio, bien sûr, en priorité, mais aussi pour le compte de partenaires tiers, que ce soit des fournisseurs ou
ou des clients. Donc, les métiers que vous allez retrouver chez Symbio, vous avez évidemment tous les métiers d'une société classique, que ce soit commerciaux, que ce soit qualité, que ce soit finance, RH, etc. Mais le cœur de notre activité, c'est quand même nos produits technologiques. Donc, les 3/4 de nos collaborateurs sont des ingénieurs, soit qui développent les technologies de demain, donc recherche et développement, ou qui les construisent pour le compte de nos clients, des plateformes d'ingénierie, ou enfin qui industrialisent nos usines en vue des productions de demain. Donc il y a vraiment des parcours très, très intéressants chez Symbio, et comme je vous l'ai dit, on recrute beaucoup en ce moment, donc on est intéressé par tous ceux qui sont prêts à aller dans cette filière. Je vous remercie pour vos réponses et je retourne la parole à Emma. Merci Ella. Nous allons parler d'un autre aspect de l'hydrogène avec Bruno Roussel, le directeur général de Trifil. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est Trifil? Alors, nous avons perdu Bruno. Bruno est encore avec nous. On a des problèmes de connexion peut-être? Bon, c'est voilà. mieux en activant le son. D'accord. Excusez-moi. Oui, je vous disais, le Trifil donc, est un syndicat mixte au sens juridique du terme, mais ça ne doit pas parler à beaucoup de monde. En fait, c'est un choix, c'est une structure décidée par des collectivités locales qui, ensemble, ont fait le choix de faire traiter, en l'occurrence, les déchets ménagers dont ils ont la responsabilité. Et pour ça, ils ont souhaité s'associer, bénéficier d'économies d'échelle et spécialiser une structure plutôt que chacun ait sa petite structure à lui. Alors, ce syndicat mixte, je disais, c'est 14 collectivités. Nous couvrons en fait un territoire de 6700 km² au cœur de l'Occitanie, ciblé autour du département du Tarn. Aujourd'hui, ça représente directement 330 000 habitants, mais on agit aussi pour des clients d'autres collectivités qui sont intéressées par ce que nous faisons, et de fait, on assure le traitement et la valorisation, surtout ce qui nous intéresse là ce soir, la valorisation des déchets ménagers d'un peu plus de 720 000 habitants. Et peut-être dernier élément de chiffrage, 300 000 tonnes de déchets traités chaque année. Merci pour cette précision. Vous n'en avez pas parlé, mais est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça sert la station hydrogène de Trifil? Oui, alors, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on fait avec les déchets, j'ai parlé, on assure un traitement et ensuite une valorisation. En fait, on a deux modes de valorisation. On a un mode de valorisation qui est dit matière, c'est le recyclage des plastiques, des cartons, un certain nombre d'emballages. Et puis, ce sur quoi Trifil c'est entre guillemets spécialisé avec le concours d'un certain nombre de partenaires sur son territoire. Tout à l'heure, Maria, donc dans l'école des mines, nous sommes en partenariat depuis très longtemps avec l'école des mines d'Albi pour développer de la valorisation énergétique. Comment, à partir aujourd'hui des déchets que nous traitons, que nous recevons, on peut assurer une valorisation énergétique. Et dans ce cadre-là, et depuis une quinzaine d'années, s'était détaché l'idée de pouvoir assurer une valorisation énergétique. Très concrètement, c'est du biogaz, de dire mais ce biogaz, doit pouvoir être encore mieux valorisé, il doit pouvoir servir à mieux assurer de l'autonomie énergétique de nos territoires, et il doit s'inscrire dans le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conviction qu'ont eu les élus il y a une quinzaine d'années, c'est de dire qu'il faut que nous investissions, que nous travaillions sur l'énergie du futur, Maria l'a dit, pour répondre à des questions environnementales, pour répondre à des questions également de stockage, pour essayer d'améliorer
l'efficacité énergétique aujourd'hui de ce que nous pouvons extraire de biogaz de nos déchets. Et donc, partant de cette idée-là, la production d'hydrogène a fait son chemin, en tout cas l'idée de valoriser et de produire de l'hydrogène, appuyée par le fait qu'aujourd'hui, la production d'hydrogène à partir de gaz, ça existe depuis plus d'un siècle, hein, puisque c'est ce qui se passe, l'hydrogène utilisé dans l'industrie aujourd'hui est produit à partir de gaz. Simplement, on règle le problème environnemental en disant c'est plus du gaz naturel, sa production de carbone, mais on le fait à partir de biogaz, donc de gaz vert, et donc on assure un bilan environnemental très satisfaisant. La station aujourd'hui, hein, elle est l'étape entre la sortie du laboratoire et l'industrie, et elle nous a servi à expérimenter d'abord un véhicule que nous avons. On a un véhicule qui roule à l'hydrogène depuis 2014. Et puis, elle sert aujourd'hui, là aussi, par des conventions et des partenariats. Je pense à Veolia. Actuellement, le pilote est utilisé par Veolia pour voir comment d'autres types de gisements de biogaz, en l'occurrence, c'est du biogaz issu de stations d'épuration, peut être transformé en hydrogène. Merci pour votre réponse. Comme l'a dit plus tôt Boris Lombard et Maria Gonzalez, ils ont besoin d'énergie pour produire d'hydrogène, mais il y a un petit peu de scepticisme au niveau technique de cette création d'énergie à partir d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Oui, parce qu'effectivement, on le dit, je crois que c'est important de l'avoir en tête, l'hydrogène n'est pas une énergie, elle est un vecteur aujourd'hui d'énergie. On l'a vu tout à l'heure sur l'exemple des véhicules chez Symbio, ça nécessite une transformation, mais il s'avère que le fait d'être un vecteur a ses avantages, et c'est ce qu'on va chercher au niveau de l'hydrogène, c'est-à-dire un stockage. Ça, c'est extrêmement important, en particulier quand on a des gisements irréguliers de production énergétique, gaz, électricité par photovoltaïque, éolien, les choses ne sont pas régulières. Et donc, on a besoin, à un moment, de stocker. Et ça, c'est une difficulté qu'on a sur l'électricité, et l'hydrogène permet d'y répondre. D'autre part, l'hydrogène, nous, aujourd'hui, a une efficacité, en fait, de transfert et, in fine, énergétique, qui s'avère être plus importante que des productions qu'on pourrait avoir ou des transformations qu'on pourrait avoir de notre biogaz. Hein, du biogaz, aujourd'hui, nous avons une capacité, on produit par la cogénération d'électricité, mais avec une perte relativement importante qui pourrait être largement diminuée sur la production d'hydrogène. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est une garantie aussi dans des bilans environnementaux. On n'est pas encore au maximum, hein, il y a des marges de progrès, mais il s'avère que on a aujourd'hui plus qu'un espoir, un grand optimisme quant au fait qu'on peut arriver à présenter des bilans sur le plan environnemental plus intéressant, positif en tout cas par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Merci. Au niveau environnemental, Trifil utilise les déchets ménagers pour produire de l'hydrogène. Le gouvernement il met en place plusieurs lois comme la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui introduit des objectifs de diminution de ces déchets ménagers justement. Entre 2010 et 2030, ils ont un objectif de moins 15%. Est-ce que cela ne va pas trop à l'encontre du développement de Trifil ou d'autres technologies utilisant les déchets ménagers? Alors, je vais faire deux réponses. L'une, c'est presque un peu une provocation, c'est un constat, ou en tout cas une question d'actualité. La Cour des comptes a rendu il y a quelques jours un rapport concernant justement le traitement des déchets et le rapport un petit peu aux objectifs fixés par le gouvernement. Ce qu'on peut dire, c'est que on n'est pas au bout. C'est-à-dire qu'entre ce qui a été affiché
Et la réalité aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un grand écart et que on n'est peut-être pas sur la bonne voie de ce côté-là. Une fois passé ce constat, il n'empêche que nous travaillons aujourd'hui et l'aspect de la prévention, de la diminution des déchets s'avère être un des enjeux majeurs. Il se traduit de deux façons. Il y a d'une part l'enjeu vraiment de la diminution nette des déchets, du moins de kilos, mais tout autant, il y a aujourd'hui un challenge en France, et les questions énergétiques ces derniers jours l'ont fait un petit peu remonter à la surface, c'est qu'on a véritablement besoin d'utiliser au maximum tous les gisements dont nous pouvons disposer. Et Maria faisait référence de comment nous, et ça c'est notre position, notre réflexion aujourd'hui, nos territoires disposent de potentiels, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Et dans les potentiels, il y a aujourd'hui les déchets ménagers. Et là, quand je parle d'un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, en France, les 2/3 de ce que nous mettons dans nos poubelles ménagères, ce qu'on appelle en jargon les poubelles noires, pourraient, à partir d'un tri efficace et de qualité des usagers, on pense aux biodéchets, on pense à nos bacs jaunes et le recyclable, être revalorisés, et en particulier en ce qui concerne les biodéchets, pouvoir être une source non négligeable de production de gaz, derrière le gaz, biogaz, en tout cas du gaz vert, soit une utilisation directe au niveau du gaz, soit une possibilité, même si effectivement ça s'étudie par rapport à d'autres sources de création électrique, ou en l'occurrence, un des défis que nous nous sommes lancés, de la production d'hydrogène. Et concrètement, ce qui nous concerne en tout cas, il faut savoir que nous avons complètement revisité notre modèle économique depuis 2015, depuis la loi de transition énergétique. Et nous, notre ambition va être, enfin, notre difficulté, entre guillemets, il va être plutôt dans le fait que nous avons fixé notre business plan sur une diminution de 20% des déchets aujourd'hui ménagers. Donc notre difficulté, elle va pas être de dire est-ce que on sera dans les clous ou pas, ce sera de dire manifestement la vitesse à laquelle la production de déchets diminue ne colle pas avec les objectifs, avec la réalité. On va encore avoir des surplus de déchets aujourd'hui, donc comment est-ce qu'on peut les traiter? Alors on a un certain nombre de réponses, mais on colle véritablement à ce besoin en répondant à des questions d'indépendance et en répondant aujourd'hui hein, ces orientations, cette stratégie que nous avons depuis plusieurs années, elle ne fait que se renforcer en disant oui, on a là une source, oui, on a besoin, on va optimiser la production énergétique tout en répondant à des enjeux environnementaux, hein, pour vous donner quelques chiffres. On va multiplier donc par 3 notre production énergétique. Par contre, à l'inverse, on va diviser par 5 l'enfouissement, c'est-à-dire ce qui restera à la fin du traitement des déchets. Ça vous donne un peu quelques grands chiffres sur le défi et les objectifs. Techniquement, ça fonctionne. Hein. On a la chance d'avoir quelques ingénieurs, certains issus de l'école des mines, hein, qui nous aident à piloter ce type de projet, mais on est très, très optimiste sur les échéances et en tout cas, face à ce défi, cette difficulté dans laquelle on est aujourd'hui sur l'énergie, on apporte une petite partie de la réponse, en tout cas à notre échelle. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous laisse la main, Ella, pour Oui. la suite. Bah, merci et je rappelle à nos spectateurs qu'il est possible de poser leurs questions et de profiter de nos intervenants, notamment Jean-Baptiste Lucas que je vais interroger. Alors Jean-Baptiste Lucas, vous êtes directeur général de McPhy, qui est un acteur de l'hydrogène depuis 2008 maintenant. Et je viens de voir que vous venez de remporter une aide publique de 114 millions d'euros, si je ne me trompe pas, pour votre Gigafactory à Belfort. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, un peu plus du cœur de votre métier et des marchés et des secteurs auxquels vous vous adressez?
Avec plaisir, et je vois que vous suivez bien l'actualité de McPhy. Donc, nous sommes un concepteur et un producteur d'équipements de production et de distribution de l'hydrogène. Et pour être très visuel et très factuel, nous fabriquons donc des électrolyseurs qui permettent donc de produire sur la base de courants renouvelables ou de courants bas carbone de l'hydrogène à base d'électrolyse de l'eau. Donc ça, c'est la première partie de notre métier. Et notre deuxième business, c'est de fabriquer des stations qui permettent d'alimenter les véhicules dont Philippe Rosier vous parlait tout à l'heure. Donc on est en amont de la chaîne et on fabrique ces équipements qui ressemblent à des stations-service et qui permettent de distribuer dans les véhicules hydrogène, donc d'effectuer un plein d'hydrogène dans ces véhicules. Nous sommes une société qui a effectivement une grosse dizaine d'années et nous sommes implantés en France, dans la région Rhône-Alpes, en Italie et en Allemagne. Et comme vous le soulignez, on a eu la chance de bénéficier dans le cadre de ce qu'on appelle le PIEC, qui est donc le programme industriel d'intérêt commun européen, d'une subvention très importante. Et donc, nous sommes 10 sociétés en France à avoir été sélectionnées. Et cette subvention donc de 114 millions d'euros nous permettra effectivement de développer notre dispositif industriel et de construire ce qu'on appelle une gigafactory, donc une usine d'une capacité d'1 gigawatt dans la région de Belfort. C'est donc une très bonne nouvelle pour nous qui va nous permettre d'accélérer notre développement industriel. Merci. Alors, la production, la distribution de l'hydrogène n'est pas sans coût économique. Alors, quelles sont, selon vous, les conditions pour que la production d'hydrogène, justement, soit compétitive et sur quoi mise McPhy, justement, pour faire baisser les coûts de cette production et quels sont forcément les risques qui vont avec? Alors, effectivement, au jour d'aujourd'hui, la compétitivité de l'hydrogène est ce qu'on appelle dans le jargon de l'hydrogène le LCOH, c'est-à-dire le Levelized Cost of Hydrogen, qui est une manière de regarder le coût de l'hydrogène en fonction des différents intrants et notamment du coût de mégawattheure électrique que vous payez. Et donc, pour travailler sur ce coût global de l'hydrogène, qui est, comme on l'évoquait tout à l'heure, autour entre 4 et 5 euros, enfin un peu plus près de 4 maintenant, au kilo, il y a plusieurs moyens. Un, on peut travailler sur le coût d'investissement, mais qui ne représente que à peu près 30% de ce coût d'hydrogène. Et c'est notre responsabilité d'industriel de réussir à produire des électrolyseurs plus gros, plus efficaces, moins chers. Et c'est ce à quoi on s'attelle. Mais il y a une grosse partie du coût qui est le coût énergétique. Et donc, tous les enjeux sur l'augmentation de capacité énergétique, et on évoquait tout à l'heure le besoin de créer 40 gigawatts de capacité d'électrolyseurs, et donc près 100 gigawatts de capacité électrique installée pour produire ces 10 millions de tonnes d'hydrogène en Europe. Ça représente des investissements colossaux dont on a besoin pour avoir accès à une énergie en quantité et en coût qui permettent de répondre à ce défi. Alors, je vais répondre à la deuxième partie de votre question qui était sur les risques. Alors, effectivement, il y a des risques comme dans tout développement industriel parce qu'on est sur des technologies qui sont à la fois matures parce qu'elles existent depuis longtemps, mais dont le passage à l'échelle industrielle est toujours un peu compliqué parce que on développe des premiers de série, enfin des prototypes, puis des premiers de série, et que donc, comme dans tout déploiement industriel, il y a une approche un peu inductive, de l'analyse d'erreurs qui permet aussi de progresser,
Et tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, c'est un des éléments de risque qu'il faut bien évidemment maîtriser dans nos développements industriels. Merci. Alors, vous avez mentionné certains défis que vous avez rencontrés en tant qu'entreprise qui travaille dans l'hydrogène. Quels sont les autres défis que vous avez rencontrés? Est-ce que ce sont des challenges liés à l'écosystème, à l'infrastructure, aux compétences? Alors, nous, on a plusieurs challenges qui sont les challenges d'une société en très forte croissance, puisque on croît en termes d'effectifs de plus de 50% par an, en tout cas sur si on se réfère aux 3 dernières années, ce qui est donc un challenge extrêmement important d'acquisition, de rétention des talents. Et on sait qu'on est sur un marché compliqué, et même si l'hydrogène attire, il faut réussir à sécuriser ces nouvelles recrues et à les intégrer, ce qui est un challenge. Il y a bien évidemment un challenge de développement de marché aussi, parce que même si le développement de marché est relativement rapide, on est aussi confronté à des projets qui ont des problématiques de permitting, enfin d'autorisation de construction, d'exploitation qui sont parfois longs. Et donc ça, c'est aussi un défi de faire comprendre aux puissances publiques que les projets industriels ont besoin de se réaliser dans un calendrier qui est contraint. Et puis, il y a un dernier défi qui est effectivement l'aspect du suivi réglementaire et législatif qui est compliqué, qui évolue souvent et qui nécessite une vigilance de tous les instants et une présence dans des instances gouvernementales ou bruxelloises, ce qui, pour une société de taille intermédiaire comme la nôtre, est parfois compliqué. Oui, merci. Alors, si je veux travailler pour McPhy, quel est le profil que je dois avoir, notamment aujourd'hui? Enfin, on sait qu'il n'y a pas d'ingénieur en hydrogène. Donc, quelles sont les compétences que je dois avoir en tant que jeune diplômé pour intégrer votre société? Alors, et comme vous le soulignez, les formations spécifiques sur l'hydrogène sont en train d'être développées, mais elles sont récentes, et donc il n'y a pas des cohortes entières de gens qui ont ce profil. Donc, nous, on recrute aussi des gens qui ont une expérience dans, je dirais, les secteurs connexes que sont les gaz industriels ou les énergies renouvelables. Donc, on a pas mal de gens qui viennent chez Vestas, par exemple, pour donner un exemple, ou d'autres acteurs des énergies renouvelables. Mais on prend aussi des gens qui sortent d'école et qui sont passionnés par la transition énergétique et qui ont une formation d'ingénieur généraliste, que ce soit en mécanique, en chimie et notamment en chimie des procédés. On a recruté des gens qui avaient aussi des formations dans les problématiques de sécurité de fonctionnement, qui sont des thèmes très importants pour nous. Donc, on est capable d'intégrer des gens avec des profils assez différents. Et je dirais qu'à partir du moment où ils sont passionnés par le sujet, ils s'intègrent rapidement et en général, ça marche bien. Alors, merci. Peut-être, est-ce que je peux poser une question du public? Martine, on a le temps? Oui, tu peux, Elda, sans problème. Alors, on a Salim Chaki qui vous demande quels sont vos modes de production d'hydrogène. Alors, nous, on ne produit pas de l'hydrogène, Oui, on produit des ça. équipements qui produisent de l'hydrogène. Donc, on est équipementier et on vend ces équipements à des gens qui produisent eux-mêmes de l'hydrogène et qui peuvent être des acteurs importants comme Engie, EDF ou des industriels qui ont décidé d'utiliser un électrolyseur pour décarboner leur processus de production d'hydrogène. Oui.
Merci. Alors oui, on sait que la chaîne de valeur de l'hydrogène est vraiment très longue et complexe. Donc ouais, c'est bien de spécifier là où vous vous positionnez. Donc je vais retourner la parole à Emma. Merci pour vos réponses. Avec plaisir. Merci Ella. On va repartir sur la région Occitanie avec Bernard Gilarbert, qui est en charge de la filière hydrogène auprès de la présidente de la région Occitanie. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Je vais faire très vite parce que l'objectif, c'est pas moi-même. Bon, moi, j'ai été un professeur agrégé de mécanique qui a enseigné dans les Bac+2 la mécanique théorique, l'élasticité, la résistance des matériaux, l'énergétique, la thermodynamique, la mécanique des fluides. Et ensuite, ma fin de carrière a été beaucoup plus orientée vers l'ingénierie de formation, c'est-à-dire le lien entre les programmes de formation et les emplois. Et c'est à ce titre-là que voilà, je me suis intéressé à la filière et j'ai été élu régional pendant 6 années dans la commission de transition énergétique où j'ai eu en charge le suivi de la filière hydrogène avec toutes les étapes de la mise en place de ce dispositif. Merci. La région Occitanie, elle a l'ambition d'être la première, elle a l'ambition d'être la première région à énergie positive vers 2050. Que mettez-vous en place pour arriver à cela? Alors d'abord, si vous voulez, je crois que le concept d'énergie positive, ça a été dit dans l'introduction tout à l'heure, c'est d'abord la sobriété avec des programmes d'économie d'énergie qui sont financés. Il faut faire plus de 40% d'économie d'énergie jusqu'en 2050. Et là, donc, il y a un certain nombre de programmes qui sont, alors je cite 2 exemples, c'est l'éco-chèque logement, c'est la prime Rénov' Occitanie. Bon, ce sont des dispositifs d'aide, souvent sur des critères aussi de revenus pour les familles. Et puis ensuite, c'est de multiplier les énergies renouvelables. Et multiplier par 3 ou 4 les énergies renouvelables, ça passe forcément par la problématique du stockage. On rentre complètement dans ce qui a été précisé au départ, à savoir qu'à un certain moment, il va falloir utiliser l'hydrogène comme vecteur de stockage, mais également comme je dirais, combustible et moyen d'être utilisé directement, en fait. Donc, ça a été vu de cette manière-là. Voilà. À partir de là, il a fallu prendre le problème de front et donc s'attaquer à comment ce vecteur hydrogène peut être impulsé, peut être accompagné. Et j'ai envie de dire que les collectivités territoriales n'ont pas les moyens de tout financer, mais ont des moyens pour donner des impulsions, ont des moyens pour organiser, pour mettre en relation les acteurs et pour faire en sorte que des projets puissent être accompagnés en liaison avec les autres niveaux territoriaux que sont l'Europe, l'État et ensuite la région, en passant ensuite par les territoires qui ont des initiatives. Merci. Et quelles sont les différentes étapes pour parvenir à créer une véritable filière hydrogène, aussi pour développer et surtout accompagner un développement industriel de l'hydrogène? Alors, oui, alors cette question est très, très intéressante parce que précisément, il y a des acteurs ici, l'École des mines est intervenue, Trifil est intervenu parce qu'il y a une histoire dans la région Occitanie autour de cette filière hydrogène à partir de la biomasse et à partir du vaporeformage. Et ensuite, il y a eu une volonté d'étendre avec d'abord une association qui a été d'ailleurs animée par l'École des mines et puis ensuite, la région a lancé en 2015 une étude stratégique avec l'ADEME, c'est-à-dire que l'État et la région ont lancé une étude stratégique pour savoir quels étaient les axes principaux qu'il fallait développer, parce qu'il fallait d'abord démystifier l'hydrogène auprès du public, il fallait également, donc il y a eu l'écotourisme, il fallait savoir comment on pouvait prendre en compte le biogaz, il fallait savoir aussi comment on pouvait gérer cette énergie qui arrivait dans le mix global, Donc voilà, cette étude stratégique a été faite, financée par la région et l'État. Et ensuite, à partir de là, la région a décidé tout simplement de s'organiser
on retrousse les manches et à l'intérieur des services, on met en place dans la direction de la transition énergétique une équipe qui s'occupe d'hydrogène en liaison avec les autres énergies, mais qui s'occupe spécifiquement d'hydrogène. On met aussi en place le service recherche qui travaille de concert avec ce service-là. On met en place aussi le service international parce que l'Europe a du sens dans cette affaire-là. Et puis, forcément, la formation professionnelle, et ça sera l'objectif, et c'est l'objectif de notre sujet aujourd'hui, qui a travaillé là-dessus. Ça, c'est les services régions, avec bien sûr derrière des accompagnements financiers. Des accompagnements financiers, hein, il y a eu 150 millions d'euros, il y a eu, donc avec un plan hydrogène vert, il y a eu des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Simultanément à ce que fait la région, l'organisation, c'est aussi des satellites régionaux tels que l'Agence de développement économique qui a créé un groupe qui s'appelle IDEO, qui fait l'animation de la filière avec tous ces acteurs, qu'ils soient start-up, grosses entreprises, partenaires, etc., qui assure aussi la veille avec le national, l'Europe, qui participe aux différents salons, qui organise des journées. Voilà, c'est le groupe IDEO et ces gens se mettent en relation et ont travaillé ensemble pour donner une dynamique au projet. Et ensuite, deuxième satellite, c'est l'Agence régionale énergie-climat, qui a un volet information avec une société publique locale, mais surtout un volet accompagnement de projet avec la création d'une société d'économie mixte capitalisée à hauteur de 35 millions d'euros pour ce qui est de la région Occitanie et qui prend des parts dans les projets pour pouvoir créer des sociétés de projets avec des porteurs de projets privés qui amènent qui portent ces projets. Voilà comment ça a été organisé et ça s'est traduit rapidement par la labellisation de la région avec le projet e-Port Blagnac, avec la participation et le pilotage du projet structurant corridor hydrogène, etc. Et donc là ensuite, bien sûr, les choses en ont découlé, une foule de projets ont débouché. Voilà. Et à côté de ça, un cahier des charges pour ce qui est la formation. Il y a une étude qui a été conduite avec un cabinet, avec des spécialistes de la formation, pour savoir de quels emplois on allait avoir besoin. Et ceci en relation avec France Hydrogène, autrefois la FIPAC, qui avait déjà fait un travail remarquable sur l'inventaire des métiers qui pouvaient arriver dans cette filière. Vous venez un peu d'introduire la dernière question. Tout ce plan régional, il a un impact sur les emplois. Quels sont les résultats justement de ces actions sur les emplois? Alors sur les emplois, bon, aujourd'hui, pour le chiffrer exactement, c'est un peu compliqué peut-être, mais globalement, si on regarde l'impact sur les emplois, clairement, on pense qu'il va y avoir plus de 15 000 emplois concernés d'ici 2030 dans ce plan-là. Ces emplois sont répartis avec, au départ, un besoin assez important de niveau ingénieur, au départ, qui baissera peut-être un peu par la suite, mais pas tellement, en tout cas, ça va. Il y a besoin de techniciens supérieurs, énormément, des gens qui ont des formations de Bac plus 2, Bac plus 3, licence professionnelle, des niveaux techniciens type Bac Pro ou équivalent. Et là, je voudrais revenir et rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure et par nos amis industriels. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de profils sont intéressants avec des conversions assez faciles parce qu'on est quand même dans des métiers énergétiques, des métiers où il y a des systèmes techniques, des systèmes automatisés, beaucoup de systèmes automatisés, beaucoup de digitalisation dans la gestion de l'énergie à ce niveau-là. Et je crois qu'on a déjà des possibilités de conversion. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, juste au passage, pour finir de répondre, aujourd'hui, il y a des appels à projets nationaux avec en particulier l'accompagnement pour les métiers de demain. Et la région Occitanie a été lauréate pour un projet qu'elle a baptisé Génio, où elle a travaillé en commun avec l'Université fédérale de Toulouse, la région et le rectorat pour un programme à hauteur de plus de 16 millions d'euros pour monter en liaison avec tous les gens en formation, y compris les jeunes sensibilisés, pour qu'ils puissent se diriger vers ces métiers-là. Voilà, ça mériterait d'y consacrer un peu plus de temps, mais bon, j'essaye de rester dans le créneau que vous m'avez donné.
Je vous remercie. Merci à vous pour ces réponses. Et je passe la main à Martine. Merci Emma et merci Bernard. Merci à tous pour vos interventions. Alors, il est juste temps de prendre les questions de nos internautes. Donc, je vais vous les soumettre et qui se sent d'attaque à répondre, eh bien, pourra spontanément le faire. Alors, une première question de Luc Rollin qui nous demande ce que vous pensez de la proposition du Shift Project dans le PTEF de réserver la filiale de l'hydrogène au domaine de l'aéronautique, notamment par l'installation d'électrolyseurs directement dans les aéroports. Alors personnellement, si quelqu'un peut me donner le sens de l'acronyme PTEF, je pense que ça aidera aussi à une meilleure compréhension pour tout le monde. Merci. Alors, qui veut s'y coller? Sur les électrolyseurs dans les aéroports, parce que c'est déjà un sujet qui est lancé dans le cadre du projet HyPort dont Monsieur Guilabert parlait à l'instant. C'est effectivement intéressant de créer des hubs qui permettent d'adresser à la fois les problématiques de flotte lourde dans les aéroports, ainsi que dans un avenir peut-être un peu plus lointain, les approvisionnements pour les avions, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait des solutions pour les courts courriers, mais qu'on est quand même assez limité dans les usages aéronautiques au jour d'aujourd'hui et en l'état actuel de la science. Merci Jean-Baptiste. Alors, une autre question de Salim Chaki qui nous demande quelle solution pour le stockage de l'hydrogène? Alors pareil, qui s'y sent de répondre? Alors, je peux répondre, c'est pas le métier de Symbio, mais c'est celui, entre autres, d'un de mes actionnaires, Forestia. Donc, le stockage aujourd'hui, il se fait essentiellement sous deux formes, sous forme gazeuse, dans des réservoirs, vous avez vu sur la petite vidéo tout à l'heure, qui peuvent embarquer entre 4 jusqu'à une centaine de kilos d'hydrogène à bord d'un véhicule, à différentes pressions. Les plus courantes, c'est entre 350 bars et 700 bars. Vous avez des formats liquides, donc effectivement à des températures de moins 253 degrés, donc c'est des formes cryogéniques, c'est ce qu'il y a dans la fusée Ariane, c'est ce qu'il y a dans les lanceurs spatiaux. Et puis j'ajouterai des stockages qui sont en cours de développement dans des cavités salines. Alors là, c'est pour des quantités industrielles d'hydrogène. C'est une façon de mettre en souterrain, comme dans les poches de gaz actuelles, de l'hydrogène pour le réinjecter dans les pipes en réutilisant les pipes de gaz actuelles. Merci Philippe. Alors, on a une autre question d'Antoine Letaconou qui nous demande si la voiture roulant à l'hydrogène a pour objectif de remplacer la voiture électrique actuelle et s'il est possible de convertir une voiture électrique en voiture à hydrogène ou s'il faut nécessairement la construire de A à Z comme vous le faites à Symbio. Alors, nous, on ne prétend pas que l'hydrogène arrivera dans tous les véhicules. L'électrique est d'un point de vue énergétique la façon la plus efficace, la plus efficiente d'utiliser l'énergie dans un moteur avec le meilleur rendement. Donc, en clair, partout où les cas d'usage seront satisfaits par l'électrique, il y aura de l'électrique. Quelqu'un qui fait une centaine de kilomètres par jour, il peut faire ça très bien avec un véhicule électrique et on le voit déjà aujourd'hui. L'hydrogène, il vient en complément pour les cas d'usage plus intensifs, les véhicules professionnels et demain certains véhicules particuliers pour des grands voyageurs, des voyageurs longue distance. Ça reste un véhicule électrique à la base, c'est-à-dire ça reste un moteur électrique,
une batterie, mais beaucoup plus petite, et donc notre système qui s'ajoute et qui produit de l'électricité. Alors, on peut le faire sur des véhicules électriques. C'est d'ailleurs l'origine de Symbio. On a rétrofité à l'origine des Kangoo électriques en Kangoo hydrogène. Il y en a 500 qui sont sur les routes aujourd'hui en France. Donc, c'est possible. C'est évidemment moins efficace à la fois en termes de packaging, hein. On n'a pas optimisé l'emplacement de la pile dans le véhicule, et puis en termes de coût aussi. Donc les véhicules à venir seront conçus dès le départ en mode hydrogène. Très bien. Et moi, j'avais encore, alors là, pour tout le monde aussi, une dernière question à vous soumettre. C'était finalement, si on prend un petit peu de hauteur, quelle place, selon vous, devrait avoir l'hydrogène finalement dans cet écosystème énergétique, hein, puisqu'on l'a dit, c'est une énergie parmi le mix énergétique qui en comprend d'autres dans les énergies renouvelables. Donc, quelle place devrait prendre l'hydrogène dans cet écosystème énergétique, et surtout, à quel horizon vous voyez effectivement ce développement et ce déploiement s'accélérer et s'installer? Quelqu'un veut répondre? Je ne sais pas, je veux bien me lancer, mais bon, là, aujourd'hui, les estimations, on imagine que si on arrive à 20% du mix énergétique qui circule via l'hydrogène, ça sera déjà considérable en termes d'économie de rejet de gaz à effet de serre. En tout cas, c'est un petit peu l'analyse qui a été faite à la région. Bon, je ne sais pas, peut-être que les industriels ont des précisions un peu plus là-dessus, mais parce que bon, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Alors, on parle de l'hydrogène pour la mobilité. On y travaille pas mal en Occitanie, mais l'hydrogène, c'est aussi la décarbonation de l'industrie, et c'est aussi un combustible direct, hein. C'est un combustible direct, et c'est un gaz qui peut aussi être utilisé avec des conditions particulières, ou avec même un mélange avec du CH4, du gaz naturel. Donc, quelque part, l'hydrogène, cet objectif de 20% est sûrement intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, ça a été dit plusieurs fois, l'hydrogène, c'est de la chaleur, de l'électricité, éventuellement, si on le fait recirculer dans les piles à combustible, et de l'eau. Voilà. Très bien. Et on a une dernière question également de Maxime Cascan qui nous demande effectivement si la récente décision des eurodéputés concernant l'autorisation de la production de l'hydrogène vert à partir de charbon ou de gaz est une avancée ou un recul pour la filière hydrogène. Bon, c'est une avancée. Alors, ça veut dire, quand on dit hydrogène vert, ça veut dire capture du CO2, hein, en complément. Donc, il y a toute une question autour de la réutilisation du CO2 une fois que vous l'avez capturé. Nous, on pense que ça sera qu'une petite partie du mix de l'hydrogène. La grosse partie, ça restera de l'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables. On a des champions en France, hein. Il y a des champions dans les électrolyseurs comme McPhy. Il y a des champions dans le déploiement de ces productions, des gens comme Life qui développent des modules de production d'hydrogène à partir d'éoliennes offshore, et ça pourrait être un gros avantage pour la France. Et puis, on a évidemment, j'aurais même dû commencer par là, on a l'hydrogène qui sera demain coproduit dans nos centrales nucléaires et qui permettra d'assurer, un peu comme a fait le nucléaire hier, l'autonomie énergétique de la France sur toutes les autres applications énergétiques. Donc, l'hydrogène, ça sera sûrement un vecteur d'avenir pour la France. Merci Philippe. Et une dernière question
que j'adresse là particulièrement à Maria, puisque Luc Rollin nous demande de définir précisément ce que l'on entend par biomasse. Merci pour cette question. Désolée, j'ai un problème des caméras. Donc la biomasse, en fait, c'est tout ce qui concerne les organismes vivants. Donc nous-mêmes, on est de la biomasse, mais précisément, on parle de biomasse lignocellulosique. Donc c'est des matières végétales que l'on va utiliser, donc qui sont basées dans de la cellulose, des hémicelluloses et de la lignine, et qu'on va utiliser pour les transformer dans de l'énergie, des produits chimiques ou des matériaux. Donc, vous pouvez penser comme biomasse lignocellulosique, par exemple, à des branches d'arbres, des déchets agricoles, des cultures herbacées, et la partie, par exemple, des ordures ménagères qui concernent tous les restes alimentaires, les microalgues, etc. Donc, ça nous donne quand même un gisement assez important à partir duquel, par l'aide de l'eau, on peut obtenir de l'hydrogène. Impeccable. Merci beaucoup, Maria, pour cette précision. Et du coup, je crois qu'on a réussi à épuiser l'ensemble des questions. Donc, il me reste en fait à vous remercier chacun et chacune pour vos interventions passionnantes. En tout cas, on voit bien que l'hydrogène, finalement, est une filière en France qui est en train de se consolider. Et je pense qu'avec tous les acteurs dont vous êtes partie la prenante et les autres encore qui se développent, puisqu'on voit une grosse actualité autour de tout ce qui se fait en termes de projets sur l'hydrogène, je pense qu'on a de belles perspectives. En tout cas, avec vous, on a déjà entrevu le potentiel de développement pour vos sociétés et vos collectivités. Donc, je pense que aussi pour nos étudiants ingénieurs qui nous regardent, eh bien, ça laisse en tout cas entrevoir d'excellentes opportunités de carrière professionnelle pour peu effectivement qu'ils s'y intéressent. En tout cas, voilà, il y a de quoi faire. Donc, libre à vous de vous intéresser à cette filière en pleine croissance. Voilà. Donc, je vous remercie donc à chacune pour ces interventions. Avant de conclure donc ce live, je vous invite, comme Louise l'a dit tout à l'heure, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous rejoindre aussi sur le groupe LinkedIn Osons l'industrie du futur, ce qui vous permettra d'être informé en temps, on va dire, réel de toutes nos activités et des prochains thèmes et des prochaines dates. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, alors le 20 octobre précisément, toujours à 18h30 et toujours sur Zoom, avec un autre sujet qui a un titre volontairement provocateur et qui sera donc la reprise. A-t-on toujours envie de travailler? Voilà, là, on sort de la techno pour aller sur des questions un peu plus managériales et organisationnelles, mais c'est aussi un champ d'intérêt que nos étudiants ont envie d'explorer. Donc, on espère également vous retrouver à cette occasion le 20 octobre. Un replay sera aussi disponible ou demain ou en tout début de semaine prochaine. Et prenez également la peine, en quittant le live, de répondre à un tout petit questionnaire de satisfaction, ce qui nous permet chaque fois de nous améliorer. Voilà, j'en ai fini. On a un tout petit peu débordé, mais en tout cas, ça en valait la peine. Je vous remercie. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.